Alors, merci beaucoup, Gabriel, et bienvenue à tous. Alors, je vais en profiter pour faire une petite mise à jour concernant la refonte du portail web du domaine d'expertise qu'on voulait lancer aujourd'hui, mais qu'on a décidé de reporter pour pouvoir peaufiner un peu le tout. Et on vous enverra une infolettre spéciale pour vous donner plus d'informations dans quelques semaines concernant le lancement. Alors, juste pour vous dire un peu, la mission du domaine d'expertise, c'est le développement continu des pratiques innovantes qui sont basées sur l'évaluation des besoins, développement de connaissances et création d'outils et de programmes qui sont basés sur des données probantes et évaluées. Nous créons nos outils et nos programmes en un partenariat toujours qui implique la pratique et la recherche, bien sûr en collaboration avec des acteurs clés et des représentants des personnes ou des clientèles ciblées par nos travaux. Alors aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est la gestion des situations de maltraitance dans le contexte des soins d'hébergement de longue durée. Alors, ça, c'est un besoin qui était déjà identifié, mais qui peut-être a pris de l'ampleur avec la mise en vigueur de la loi pour contrer la maltraitance, qui rend le signalement obligatoire dans ce contexte, et peut-être aussi des enjeux et des lacunes qui ont été mis en évidence avec la pandémie. Alors, à la fin de la présentation aujourd'hui, vous serez en mesure de reconnaître les défis particuliers des situations de maltraitance dans les contextes d'hébergement et avoir aussi des stratégies pour faire la vérification des faits et des actions et suivies. Alors, il me fait très grand plaisir de céder la parole à ma très chère collègue Mélanie Couture, qui est chercheure d'établissement ici au CREGES, qui est la directrice scientifique pour l'UETMIS et qui est ma co-gestionnaire dans plusieurs des projets du domaine d'expertise. Alors, Mélanie, c'est à ton tour. Donc, merci Sarita pour cette présentation. Vous m'entendez bien? Vous voyez le PowerPoint à l'écran? Oui? OK. Donc, merci à vous tous d'être là aujourd'hui pour la présentation qui s'intitule Maltraitance en CHSLD, stratégie à considérer pour la vérification des faits, les actions et suivis. On était très encouragés par le nombre d'inscriptions. Comme disait tout à l'heure Gabriel Legendre, on a au-dessus de 500 inscriptions pour cette présentation-là. Et pourquoi je dis que c'est encourageant? C'est-à-dire que la maltraitance en CHSLT a été longtemps quelque chose de tabou. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, les gens commencent de plus en plus à s'en préoccuper. Donc, votre présence aujourd'hui nous permet de dire que oui, non seulement les gens commencent à considérer que ça existe, la maltraitance en CHSLD, mais ils veulent aussi s'attarder à régler le problème, au moins s'impliquer dans les efforts pour contrer la maltraitance. Comme je demande un petit peu, c'est sûr que ça bloque. OK, ça va. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous aider à reconnaître les défis particuliers que posent les situations de maltraitance en CHSLD, mais aussi de vous commencer à vous donner des stratégies de vérification des faits et des stratégies d'action et de suivi. Et là, je vous dis tout de suite que la vision d'aujourd'hui par rapport à cette présentation-là, c'est vraiment pas termes cliniques, mais en termes beaucoup plus organisationnels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va se concentrer sur la structure. Qu'est-ce qui doit être mis en place pour justement soutenir les efforts cliniques? Parce que ce n'est pas juste des efforts cliniques de gérer les situations de maltraitance en CHSLD, mais c'est vraiment des efforts plutôt organisationnels qui englobent tout le monde. Je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte de la maltraitance en CHSLD, vous expliquer ou revenir sur le modèle de gestion des situations de maltraitance parce qu'on doit comprendre où se situe la vérification des faits, les actions et suivis pour être en mesure de bien intervenir. Et ensuite, je vais amener la discussion et la conclusion, bien sûr. Je vais tout de suite faire une petite mise en garde. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui est basé sur les données scientifiques, les données probantes. Ce qui se passe présentement, c'est que la majorité des données probantes pour la maltraitance en CHSLD, c'est en lien avec les employés qui maltraitent les résidents. Oui, il y a de la maltraitance entre résidents, il y a les familles aussi, il y a les visiteurs qui peuvent aussi faire de la maltraitance, mais aujourd'hui, on va
se concentrer un peu plus sur la maltraitance des employés envers les résidents, compte tenu que c'est ça qu'on retrouve dans les écrits. Ça ne nous empêchera pas à plus long terme de développer d'autres présentations pour résidents à résidents et ou en lien avec les familles également, mais aujourd'hui, on se concentre plus à ce niveau-là. Donc, qu'en est-il du contexte? Bien, une partie du contexte, c'est la définition de maltraitance qui est utilisée ici au Québec, parce qu'à l'international, ce n'est pas toujours la même définition qui est utilisée et ça va avoir une incidence sur qu'est-ce qui est considéré une situation de maltraitance et sur quel type de situation on doit agir. Donc, au niveau de la maltraitance au Québec, on considère que c'est un geste singulier ou répétitif. Donc, ça peut arriver une seule fois et on va considérer que c'est de la maltraitance et on va devoir mettre des actions en place. Ça peut être un geste, mais une absence d'action. Donc, quand c'est un geste, on parle beaucoup plus de violence versus absence d'action, on va parler de négligence. Et un concept super important aussi, c'est le concept d'intentionnalité ou non. Vous allez voir un petit peu plus loin dans la présentation comment que cet aspect-là va jouer un rôle dans le choix des interventions à mettre en place ou non. Et bien sûr, la maltraitance est ancrée dans une relation, il devrait avoir de la confiance. Et bien sûr, il doit y avoir un tort causé chez la personne aînée pour que ça soit considéré de la maltraitance comme telle. Donc, tout ça entre dans la structure finalement organisationnelle qui doit être déployée autour parce que ces éléments doivent être là pour qu'on considère que ce soit de la maltraitance. Qu'en est-il de la maltraitance en CHSLD, de sa prévalence? Donc, on est tous conscients qu'il y a de la maltraitance en CHSLD au Québec. Ça fait très longtemps, mais je pense que maintenant, les gens sont encore plus conscients. Les chiffres à l'international, donc, au niveau d'une méta-analyse de Young en 2018, ce qu'on se rendait compte, c'est que dans la dernière année, avant que l'étude soit faite, 64 des membres du personnel à CHSLD ont admis avoir perpétué de la maltraitance. Donc, vous voyez, les chiffres sont quand même très élevés. Et il faut tenir compte que dans ces chiffres-là, c'est-à-dire que les gens l'ont admis et aussi que les gens ont réalisé. On parlait d'intentionnel, non intentionnel tout à l'heure. Bien, des fois, les gens, ils font de la maltraitance, mais sans s'en rendre compte. Donc, ici, 64 qui ont au moins fait une fois de la maltraitance dans les 12 derniers mois. Donc, vous voyez que c'est un phénomène quand même assez courant, d'où l'importance de s'y attarder. Si on regarde les études où c'est les résidents qui ont témoigné et non les employés, 33 ont rapporté de la maltraitance psychologique, 14 de la maltraitance physique, 14 de la maltraitance financière, 12 de la négligence et 2 de la maltraitance sexuelle. Et là encore, là, les chiffres, c'est les résidents qui étaient en mesure de témoigner. Donc, vous pouvez imaginer que peut-être que les chiffres sont encore plus importants chez les personnes et les résidents qui ne sont pas en mesure de témoigner comme tels, puisqu'ils sont encore plus vulnérables. Et bien sûr, comment passer à côté de la COVID? Donc, une des raisons pourquoi on est là aujourd'hui et que vous êtes là probablement, c'est que la crise, la pandémie a mis de l'avant les problématiques de ressources en CHSLD. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au Québec, 75 des décès liés à la COVID sont survenus dans des établissements de soins de longue durée, alors que si on regarde le reste du Canada, c'est 59 et la moyenne à l'international, c'est 81 Donc, la COVID a mis de l'avant qu'on manquait de ressources et que là, avec la pandémie, vraiment, le système s'est écroulé en bonne partie. Et on a parlé dans les médias de négligence, de maltraitance, etc. Donc, ça aussi, c'est un point important dans le contexte présentement. Il ne faut pas oublier non plus les particularités des CHSLD qui entrent en jeu aussi au niveau de la maltraitance. C'est-à-dire que c'est un milieu de vie et de soins collectifs. Donc, c'est sûr que s'il y a plusieurs personnes ensemble, ça amène plus d'interactions et il peut se passer plus de choses au niveau de la maltraitance également. Il y a une vulnérabilité accrue des résidents. Donc, on en parle souvent que c'est des cas de plus en plus lourds et que ces personnes-là sont dépendantes des employés pour les soins et la majorité de leurs besoins comme tels. Puis aussi, toute l'idée de prestation de soins avec des ressources réduites, comme je disais tout à l'heure, que la COVID a mis encore plus de l'avant. Et il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a une relation de pouvoir entre les intervenants, les personnes qui sont là, et les résidents, en grande partie dû au fait qu'ils sont vulnérables et qu'ils doivent demander de l'aide pour faire
des activités de la vie quotidienne, des activités de la vie domestique sont dépendants pour tout, même les besoins souvent psychologiques et sociaux également. Et là, il ne faut pas oublier dans le contexte qu'en mai 2017, il y a une loi pour contrer la maltraitance qui est arrivée aussi dans le décor québécois. Et cette loi-là amenait plusieurs nouveaux éléments qui s'appliquent aussi au CHSLD, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir une politique d'établissement. Donc, les établissements publics et les CHSLD privés devaient avoir une politique d'établissement pour novembre 2018 en lien avec les efforts pour contrer la maltraitance. Il y a une bonification du rôle des CPQS qui s'occupe maintenant donc des commissaires aux plaintes locales. Commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services qui maintenant sont impliqués beaucoup plus dans les signalements. Donc, la différence est la suivante, c'est qu'avant, ils recueillaient les plaintes qui devaient venir des personnes aînées elles-mêmes ou des représentants légaux. Maintenant, les CLPQS vont aussi prendre en charge les signalements, c'est-à-dire qui viennent de personnes tiers ou des employés eux-mêmes. Il y a aussi la possibilité de lever la confidentialité dans certains contextes. Il y a aussi un encadrement de l'utilisation des mécanismes de surveillance. Donc, les caméras peuvent être mises par les familles dans les établissements de CHSLD. Il y a aussi toute l'implication du processus d'intervention concertée qui permet justement de mettre plusieurs secteurs ensemble, domaines d'expertise ensemble pour aider à la gestion des situations de maltraitance. Et il y a le signalement obligatoire dans certains cas. En lien avec le signalement obligatoire, c'est justement un des milieux visés et sont les CHSLD. Donc, il y a un signalement obligatoire pour les personnes, pour les cas en CHSLD, lorsqu'une atteinte de façon sérieuse à l'intégrité physique ou psychologique du résident. Et ça peut être fait par les employés ou par les professionnels aussi. Donc, ça aussi, ça amène, on pourrait dire, le spotlight sur la maltraitance en CHSLD. Donc, il y a un intérêt accru pour cette problématique. Comme je disais tout à l'heure, juste le nombre d'inscriptions aujourd'hui le démontre aussi. Donc, le signalement obligatoire a amené une augmentation des cas rapportés. Il y a une reconnaissance de la maltraitance en CHSLD dans les médias, donc du grand public aussi, qui est beaucoup plus présent. Et il y a aussi une imputabilité des établissements envers la loi, avec l'arrivée de la loi également, par rapport à cette problématique-là. Mais là, il faut aller plus loin parce que c'est beau le signalement, bon, on identifie, on signale, mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que la présentation d'aujourd'hui est importante parce qu'il faut organiser, structurer dans les établissements ce qui vient après le signalement. Okay? Pour que les situations de maltraitance soient prises en charge en CHSLD. Donc, comment justement gérer les situations de maltraitance qui sont signalées en CHSLD? Donc, c'est là que je vais amener le modèle de gestion des situations de maltraitance qu'on a développé avec notre équipe, puis qui est aussi la base de la politique cadre sur laquelle les politiques d'établissement ont été développées également. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour gérer les situations, donc je ne parle pas de prévention. Là, on est ici vraiment, il y a des situations potentielles ou avérées dans l'établissement. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a la première étape, bien sûr, c'est l'identification. Puis ensuite, il y a 4 éléments clés. Donc, il peut y avoir le signalement, vérification des faits, évaluation des besoins et des capacités de la personne maltraitée, action et suivi. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur la vérification des faits et les actions et suivis pour définir ces éléments-là, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on doit structurer autour de ces éléments clés-là. Parce que normalement, dans votre établissement, tous ces éléments-là doivent être structurés et doivent être présents pour être en mesure de prendre en charge adéquatement les situations de maltraitance en CHSLD. Et ce qui est important aussi dans ce modèle-là, c'est l'idée des domaines d'expertise. Donc, c'est pas juste, il faut que ces 4 domaines-là soient présents. Il faut que vous ayez des partenaires peuvent vous aider pour ces éléments-là. C'est-à-dire, il y a le médical fonctionnel qui souvent est dans le système de santé déjà, le psychosocial aussi, mais il faut ajouter à ça le financier, donc avoir des gens qui connaissent le financier et le juridique. Le financier, l'idée est le suivant, c'est que souvent, il y a de la maltraitance financière aussi. Ce n'est pas toujours juste un type de maltraitance, donc il faut avoir ces personnes-là pour nous aider. Et aussi le côté juridique, ça peut être des policiers, ça peut être des avocats, etc., qui doivent aussi être impliqués dans le processus de gestion. Et bien ça, il ne faut pas oublier non plus de structurer toute la procédure de consentement ou du consentement du représentant à chacune des étapes aussi du processus.
Donc, ceci étant dit, je vais maintenant vous définir vérification des faits. C'est quoi exactement la vérification des faits? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien structurer cet élément clé-là du processus de gestion des situations de maltraitance? Donc, la définition est la suivante. Le but de la vérification des faits, c'est de confirmer ou infirmer l'existence d'une situation de maltraitance. Okay? Donc, souvent, cette partie-là est escamotée. On va mettre des interventions en place, mais on ne prendra pas le temps d'aller bien décrire et de statuer s'il y a eu de la maltraitance ou non. Okay? Et ce que ça inclut, la vérification des faits, c'est de questionner le résident ou les autres personnes impliquées, de recueillir des informations pertinentes de différentes sources, donc pas juste questionner, mais aller chercher des documents, de tout documenter ça et mettre ça ensemble pour évaluer en profondeur la situation. En gros, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK? Et de déterminer s'il y a la présence de maltraitance ou non. Puis là, la particularité en CHSLD, vous comprenez que ça se passe à l'intérieur d'un établissement. Donc, on n'est pas à domicile, d'où l'importance de bien documenter et d'évaluer la situation en profondeur parce qu'il faut voir aussi qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'organisation pour que tout ça arrive. Ce n'est pas juste une question clinique entre la personne qui maltraite et le résident, c'est pourquoi tout ça s'est passé à l'intérieur de notre établissement qui, techniquement, vous êtes responsable de la sécurité des résidents. Et à la fin, il faut déterminer s'il y a présence ou non de maltraitance, donc statuer. Est-ce qu'il y en a eu ou il n'y en a pas eu? Il y a plusieurs expertises qui sont requises pour faire ça, mais une personne doit être assignée pour superviser le processus de vérification des faits. Je donne toujours l'exemple. Si jamais vous êtes victime d'un crime, vous espérez que le policier ou l'enquêteur qui vous est attitré a de l'expérience, que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Sinon, ça va un peu vous décourager. Donc, ici, c'est la même chose. Dans votre établissement, quelqu'un doit développer l'expertise de vérification des faits, donc d'en faire plusieurs fois le processus et de bien connaître la structure et les outils pour le faire également. Cette personne-là ne le fera pas tout seul, donc il y a plusieurs expertises requises, mais elle va structurer, s'assurer que toutes les étapes sont faites et mettre ça ensemble. Et quand il y a une nature criminelle dans les actes qui ont été perpétués, il y a aussi l'implication de la police qui, eux aussi, vont probablement faire leur enquête à leur façon, mais cette enquête-là ne vous empêche pas de faire votre propre enquête à l'interne en même temps parce qu'il y a peut-être d'autres aspects qui ne sont pas criminels, mais qui vont devoir être gérés également. Et c'est possible aussi, comme vous avez vu le modèle tout à l'heure, on peut faire l'évaluation des besoins de la personne aînée et de ses capacités en profondeur et d'intervenir aussi pendant que la vérification des faits a lieu. Donc, la vérification des faits ne va pas bloquer tout le reste. Elle se fait en même temps que d'autres éléments sont mis en place pour gérer la situation, mais elle va permettre d'aller beaucoup plus en profondeur et d'aller plus loin dans l'intervention et dans l'évaluation. Donc, une des étapes importantes est justement de questionner les personnes impliquées. Donc, on va aller chercher des informations sur l'événement, mais sur les dynamiques puis le contexte aussi. Puis, d'où l'importance d'avoir quelqu'un aussi qui a une certaine expertise, c'est qu'il faut effectuer les entrevues en douceur, il ne faut pas mettre de la pression. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire peur aux gens qui participent à l'enquête, mais bien d'aller chercher des informations valides par rapport à ce qui s'est passé. Puis, il faut aussi s'assurer de protéger les personnes qui témoignent. Donc, votre organisation doit mettre en place des procédures pour gérer la peur de représailles et des procédures par rapport à la confidentialité. Et aussi, si quelqu'un fait des représailles, qu'est-ce qui va se passer par la suite pour ces personnes-là? Et pourquoi il faut questionner plein de personnes? Parce que chacune des personnes va amener des éléments différents à la vérification des faits pour justement qu'on ait un portrait global de ce qui s'est passé. Donc, si possible, c'est de questionner le résident ou les résidents pour avoir leur version des faits. Il faut aussi parler aux collègues si c'est un employé, à ses collègues pour voir un petit peu c'est quoi leur perception du résident, donc ses besoins, ses comportements, ses capacités cognitives, mais aussi aller voir c'est quoi le comportement du personnel en général envers ce résident-là qui a vécu de la maltraitance.
Il faut aussi parler aux membres de la famille pour voir justement si eux, ils ont vu leur perception des comportements antérieurs de l'employé, ou ça peut être du visiteur ou de d'autres membres de la famille, face aux résidents, et aussi les informer de ce qui s'est passé ou ce que vous avez comme information par rapport à l'événement également. Et l'employé maltraitant va être rencontré seulement à la fin pour justement avoir un portrait presque complet de la situation pour ensuite aller chercher sa version des événements et aussi lui expliquer quelles sont les allégations. OK? Donc, c'est vraiment un processus et il ne faut pas oublier de personne. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de vous structurer pour être en mesure de ne pas oublier des morceaux, justement, et d'être mieux placé ensuite pour améliorer les processus à l'intérieur de l'organisation. Il y a la partie documentée. Donc, oui, on va questionner les gens, mais il faut aller plus loin que ça. Par exemple, la première chose à documenter, c'est le niveau d'urgence. C'est quoi? Donc, si c'est très urgent, c'est dangereux, la personne doit sortir du milieu ou il faut sortir l'employé du milieu rapidement, bien, donc, il y a des interventions qui vont être mises en place avant même que la vérification des faits soit terminée. Donc, ça, il faut vérifier ça. Et il faut aussi aller chercher tous les documents pertinents. Donc, ce n'est pas juste questionner les gens, on peut aller chercher dans le dossier médical, des photos, on peut aller dans les relevés de compte parce qu'il peut y avoir aussi de la maltraitance financière, d'où l'importance des partenariats aussi. On peut aller voir les casiers du judiciaire, encore là, partenariat avec le secteur juridique. Et dossier de l'employé, c'est un employé, qu'est-ce qui s'est passé avant aussi. Donc, il y a plein d'autres documents qu'on peut aller chercher, mais c'est juste donner des exemples. Donc, l'idée ici, c'est aussi de recueillir les documents, mettre ça avec aussi les entrevues puis les témoignages, puis de voir s'il y a des contradictions également. Donc, tout ça doit être documenté et mis ensemble, d'où l'importance de la personne que je vous disais tout à l'heure qui va superviser ou coordonner ou être impliquée dans le processus de vérification des faits. Et ensuite, c'est que tout ça peut, à un moment donné, être utilisé dans des démarches en justice. Donc, mieux c'est fait, plus ça va être utile aussi de ce côté-là. Vous l'avez vu aussi que les familles commencent de plus en plus à intenter des poursuites aussi face à ces genres de situations-là. Donc, il vaut mieux avoir quand même l'information en main pour voir si oui ou non ça vaut la peine. Et il ne faut pas oublier cette partie-là qui souvent n'est pas faite, c'est-à-dire déterminer s'il y a présence de maltraitance ou non. Donc, ce processus-là est supervisé par une personne, mais la décision de s'il y a une maltraitance ou non se fait en équipe multidisciplinaire. Donc, ce n'est pas une seule personne qui va déterminer s'il y en a eu ou non, ça va être en équipe. Parce qu'il faut évaluer la crédibilité de l'allégation selon la force de la preuve collectée et choisir un verdict, c'est-à-dire justifié, injustifié, donc les données ne soutiennent pas l'allégation, indéterminé, partiellement justifié. C'est important, ce dernier verdict-là, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu du tort, c'est pas clair, mais on est mieux de mettre des mesures en place et il y a peut-être des processus à améliorer aussi dans l'établissement pour pas que ça se reproduise. OK? Donc, tout ça va aider à améliorer ce qui se passe dans l'établissement et, comme on va le voir, là, on va tomber dans action et suivi, mieux planifier les actions et suivi également. Donc, qu'est-ce qu'on entend par action et suivi? C'est ce qu'on va mettre en place pour résoudre la situation de maltraitance ou diminuer les risques et les conséquences négatives. Donc, si possible, on arrête la maltraitance. Quand c'est des employés, vous avez toujours le pouvoir j'ai le mot en anglais fire, là, mais que l'employé perde son emploi ou ne soit plus en contact avec le résident. Donc, c'est possible souvent oui, c'est une façon de résoudre, ça ne résout pas tout, mais ça peut arrêter la maltraitance. On peut diminuer les risques pour que ça se reproduise et diminuer aussi les conséquences négatives pour les personnes et pour l'établissement. Donc, ce n'est pas juste de dire, OK, le méchant est parti, c'est fini, mais il faut aussi aider les gens à se remettre de cette situation-là qui a amené plein de conséquences négatives. Puis je dirais, pas juste pour les résidents, mais y compris aussi les employés autour, les familles, etc. Donc, le but d'Action et Suivi, c'est de développer un plan d'intervention interdisciplinaire et intersectoriel. Donc, ça va inclure des interventions cliniques, mais il faut que ça inclue aussi des mesures organisationnelles. Je répète encore, en CHSLD, ça se passe à l'intérieur d'une organisation. Donc, ce n'est pas juste une question clinique. Et aussi d'aller chercher les expertises requises qui souvent vont être identifiées dans la vérification des faits.
Il faut déployer le plan. Encore une fois, ce n'est pas juste une personne qui le déploie. C'est en concertation, en collaboration avec toutes les personnes impliquées. Il ne faut pas oublier le résident, il ne faut pas oublier les familles, il ne faut pas oublier les collègues. Donc, tout ce monde-là doit aussi être impliqué. Et il ne faut pas oublier aussi de planifier des suivis et aussi de réévaluer le plan d'intervention. Donc, si on planifie les suivis, c'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça a fonctionné aussi. Donc, on va voir, est-ce que la situation de maltraitance a cessé? Est-ce qu'on a diminué les risques que ça revienne? Et est-ce qu'on a diminué les conséquences négatives sur les personnes qui ont été impliquées? Donc, ce n'est pas juste dire, je fais une action et c'est fini. Non, il faut revenir, vérifier si ça a fonctionné et tout ça. Et là, ce qui est important, c'est que les actions et suivis devraient être effectuées selon les procédures de l'établissement. Donc, on a parlé au début qu'avec la loi, depuis novembre 2018, puis j'ai fait une évaluation des politiques, donc je sais que pas tout le monde a fini ou révisé leur politique, mais tout le monde devait avoir des politiques pour contrer la maltraitance en novembre 2018. La politique, oui, ça l'aide, mais là, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut mettre les procédures. Et c'est là que je vous dis le qui, le quand, le comment est important. C'est la même chose, vérification des faits. Mais c'est là qu'il faut aller pour être en mesure de mettre des choses en place. C'est un peu le but de la présentation aujourd'hui. Vous donnez déjà des indices par rapport à ce qui doit être intégré dans vos procédures ou considéré. Donc, je ne vous dis pas comment le faire, mais je vous dis quels éléments qui doivent être là, par exemple. Et quand on tombe dans les actions et suivis, pour la maltraitance en CHSLD, il y a différents éléments qu'il faut considérer pour faire le plan d'action. Donc, quels sont le ou les types de maltraitance? La perception des conséquences pour le résident. L'historique aussi du ou des membres du personnel impliqués, si c'est des membres du personnel, ça peut être de la famille aussi. Est-ce que c'est un incident unique? Puis, est-ce un geste intentionnel ou non? Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est la différence en termes de plan d'action, si le geste est intentionnel ou non, parce que ça va jouer beaucoup sur ce qu'on va faire pour les suites. Donc, si la maltraitance est intentionnelle, de la part d'un employé, par exemple, souvent, il va avoir des caractéristiques qui sont présentes chez ces employés-là selon les études, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. C'est un employé que ça fait plusieurs fois. Donc, ça devient un peu plus dur de présumer que c'était non intentionnel parce que ça se répète. Il y a la maltraitance, souvent, ça va être de la maltraitance physique, puis la personne ne présente aucun remords. Donc, ce n'est pas de sa faute, puis c'est ça, pas de remords. Dans ce temps-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une suspension dès le moment de la vérification des faits pour justement protéger le résident et il va y avoir un renvoi si les allégations sont appuyées. D'où l'importance aussi de bien documenter. Vous savez aussi que ça peut être compliqué de renvoyer un employé. Fait que la documentation est vraiment importante à ce niveau-là, donc la vérification des faits. Et il y a aussi des fois l'enclenchement d'un processus judiciaire s'il y a des actions criminelles. Et là, si c'est de la maltraitance non intentionnelle de la part d'un employé, ça va être traité différemment. C'est-à-dire que, première étape, c'est d'évaluer sa compréhension de la maltraitance. Est-ce qu'il comprend que c'est de la maltraitance? Est-ce qu'il sait c'est quoi de la maltraitance? Comment l'identifier et tout ça. Donc, ça, première étape, parce que des fois, les gens vont faire des actions pour faire du bien, mais qu'ils vont finalement nuire aux résidents, mais ce n'était pas mal intentionné à la base. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va plutôt faire, c'est un avertissement verbal ou un avertissement écrit. Et souvent, la clé va beaucoup plus être dans la formation. Donc, là, c'est important de comprendre que sur l'environnement numérique d'apprentissage provincial, donc on appelle l'ENA, donc on appelle ça formation continue partagée. Inquiétez-vous pas, on va vous donner les informations plus tard au complet. Là. Il y a déjà présentement des formations disponibles. Donc, il y a un module introduction puis un module identification et signalement en lien avec la maltraitance qui est déjà disponible à travers le Québec pour le réseau de la santé et services sociaux et même pour les partenaires. Donc, s'il y a des gens ici qui proviennent d'établissements privés, vous avez aussi accès à ces formations-là. Et ces formations-là, c'est un tronc commun. Là. Donc, c'est pour tout le monde. Okay? Donc, les préposés, les personnes en loisirs, tout le monde là, okay, à l'intérieur de l'établissement peut aller faire cette première étape-là de formation. Donc, Sarita et moi, on était impliqués justement dans le développement de ces formations-là. Et
il y a des formations qui sont présentement en préparation. Donc, pour les travailleurs sociaux principalement, à l'automne 2021, il va y avoir tout un volet sur l'intervention psychosociale qui inclut évaluation des besoins, vérification des faits et aussi tout ce qui est action et suivi. Donc, cette partie-là est super importante et pour les intervenants, comme je disais, psychosociaux. Et pour l'intervention beaucoup plus quand même clinique à ce moment-là. C'est pas juste CHSLD, ça c'est at large. La première aussi, c'est pour tout le monde. Et pour en CHSLD, ce qui est présentement en développement, je ne peux pas vous dire quand ça va sortir, ça va être une formation sur la gestion de la maltraitance en CHSLD, mais qui va être spécifiquement aux gestionnaires. OK? Donc, la phase 1, c'est pour tout le monde. L'intervention psychosociale, ça va être les intervenants psychosociaux et il va y avoir aussi un module ou deux sur la gestion de maltraitance en CHSLD pour les gestionnaires, mais comme je dis, ça va sortir beaucoup plus tard. De toute façon, ce que je vous dirais, c'est que la première étape, c'est que dans vos établissements, vos employés font la première phase pour être en mesure de reconnaître. Donc, la maltraitance non intentionnelle, on peut l'aider justement en expliquant c'est quoi de la maltraitance. Mais là, il faut aller plus loin parce qu'on ne peut pas juste toujours blâmer l'employé pour la maltraitance. Des fois, il faut aller voir aussi s'il y a de la maltraitance organisationnelle. OK? Surtout en CHSLD, ça, on en voit de plus en plus, puis c'est ça qui ressort aussi de différents rapports. Donc, c'est quoi la maltraitance organisationnelle? C'est toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures d'organisation, privées, publiques ou communautaires, responsable d'offrir des soins ou des services de tout type qui compromettent l'exercice des droits et libertés des personnes. Ce qui est central à cette définition-là, c'est qu'il y a des procédures organisationnelles qui créent des situations de maltraitance. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'aller plus loin que qu'est-ce qui s'est passé au niveau clinique entre l'employé et le résident. Des fois, c'est plus large que ça. Pourquoi ça s'est passé dans notre établissement? Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Donc, quand on tombe dans la maltraitance organisationnelle, c'est que l'employé va avoir suivi ce qu'il était supposé de faire selon les procédures de l'organisation et ça a donné de la maltraitance ou ça a causé des torts. Okay. Donc, à ce moment-là, il faut aller beaucoup plus large que juste gérer l'employé. On s'entend ici, il faut dire, oh, attendez un petit peu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'organisation. Donc, quand on tombe au niveau de la maltraitance organisationnelle, il faut développer un plan d'action pour corriger la situation. Vous comprenez que c'est un plan beaucoup plus organisationnel que juste clinique à se rendre à cette étape-là. Je propose d'impliquer les comités, le comité de résidents qui peuvent justement aider aussi à peut-être avoir un œil un peu externe sur les procédures puis mieux comprendre pourquoi ça cause du tort. Il faut tenir compte aussi que maintenant, il y a des actions en justice qui peuvent être mises au civil ou au criminel qui sont faites par la famille envers les organisations dans les cas de maltraitance organisationnelle. Et ce qui est super important ici, c'est de créer une équipe de soutien dans le milieu de vie. C'est-à-dire que là, on tombe dans l'amélioration continue. Là. S'il se passe quelque chose dans nos procédures qui cause du tort, il faut mettre une équipe en place pour modifier ces procédures-là. Encore une fois, je vais remettre donc multisectoriel, multidisciplinaire, encore une fois, pour changer ces pratiques-là qui sont ancrées probablement dans l'organisation aussi. Donc, il faut mettre en place des procédures qui vont inclure l'évaluation, le soutien et suivi des résidents, mais aussi des autres personnes impliquées dans la situation. Mais vous comprenez ici que là, ce n'est plus juste l'employé, le résident et la famille. Là, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus large au niveau organisationnel. Donc, c'est la vérification des faits qui va vous aider à voir est-ce que c'est vraiment un problème entre deux personnes ou ça va beaucoup plus loin et il y a des procédures qui causent problème dans l'organisation. Puis, c'est important de le faire. Donc, je pense qu'il faut aussi se donner la latitude de dire, regarde, on n'est pas parfait, mais on est là pour s'améliorer. Et il ne faut pas fermer les yeux non plus sur ces aspects-là organisationnels, parce que, comme je vous dis, de plus en plus, les familles commencent à être au courant, à regarder, puis ils vont pousser, tout comme le public aussi. Fait que, comme je disais tout à l'heure, le spotlight est sur les CHSLD présentement. Fait que je pense que ça vaut la peine de faire du ménage dans les façons de faire d'établissement pour améliorer les services, mais aussi pour éviter puis gérer les situations de maltraitance. Donc, ce qui ressort ou ce que je veux que vous retenez de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'application de politiques et procédures claires.
Donc là, on est supposé d'avoir des politiques en place. Je pense qu'il y a encore de la place à l'amélioration. Puis la loi, il y a des modifications qui s'en viennent aussi à cet effet-là. Mais là, il faut aussi mettre des procédures claires. Ce que j'ai beaucoup entendu de certains gestionnaires, d'autres personnes impliquées dans le milieu, dire, ben là, la politique, c'est pas pour le monde sur le terrain. Mais c'est ça. Donc, les procédures vont être beaucoup plus pour le monde sur le terrain, d'où l'importance des structurer. Mais ça veut aussi dire des procédures claires par rapport à la vérification des faits au niveau organisationnel et aussi les actions et suivies. Mais le qui, le quand, le comment. Et ça doit inclure, le qui doit inclure plusieurs personnes. Donc, on parle de partenariat, de multidisciplinaire, d'intersectoriel. Et en parlant de partenariat, c'est que vous pouvez aussi déclencher un processus d'intervention concerté pour vous aider à gérer les situations plus complexes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir de l'information qui va vous être donnée aussi sur ailleurs par rapport au PIC pour vous dire où aller chercher cette information-là, où plusieurs experts sont là justement pour aider à structurer un plan et d'aller chercher les bons partenaires. Et il y a aussi la ligne Aide à but aîné qui peut vous aider, c'est-à-dire que c'est une ligne téléphonique pour les professionnels, mais aussi pour le grand public qui va vous aiguiller sur quoi faire ou quoi d'autre faire, surtout quand vous ne savez plus quoi faire aussi à cet effet-là. Et il faut vraiment penser en termes de processus d'amélioration continue, amélioration de la qualité du milieu. Et tout ça va inclure aussi un personnel compétent, impliqué et reconnu. Et compétent sous-entend qu'ils comprennent c'est quoi de la maltraitance. Les formations sont disponibles. Donc, et oui, les préposés aussi, ils ont validé les formations, puis ça fonctionne très bien pour eux autres aussi. Puis, il ne faut pas oublier aussi que souvent, quand il y a de la maltraitance organisationnelle, les employés non plus ne sont pas bien, OK, là-dedans. Puis même, ce que je vous dirais, c'est que les études démontrent que souvent, quand il y a de la maltraitance à l'intérieur d'un établissement, c'est qu'il y a aussi des problèmes entre les employés. Donc, il peut y avoir des situations d'harcèlement et tout ça. Donc, la maltraitance envers un résident peut cacher beaucoup d'autres problèmes organisationnels, d'où vraiment l'importance de la vérification des faits pour pouvoir développer les actions et suivis qui vont aller régler les sources du problème, les vraies sources. Faut pas, ça, c'est un point important. Il ne faut pas toujours dire ah, ben une fois que l'employé est parti, tout est réglé. Loin de là. Souvent, il faut aller beaucoup plus loin puis avoir une intervention beaucoup plus globale dans le milieu que juste par rapport à un employé ou un proche ou un visiteur en particulier. Donc, comme conclusion, je pense qu'il est important de revenir sur les points suivants. Donc, il faut structurer la réponse aux situations de maltraitance sur le plan organisationnel. OK? Parce que oui, les intervenants sont là pour intervenir, mais s'ils n'ont pas le soutien et la structure organisationnelle, ils sont tout seuls là-dedans, puis ça ne fonctionnera pas. Okay? C'est trop de poids sur une même personne, d'où l'importance du développement des équipes et du soutien pour la gestion des situations de maltraitance. Je vous dirais, même les gestionnaires, vous ne voulez pas avoir à gérer ça tout seul, c'est beaucoup mieux d'être entouré et d'avoir du monde avec différentes expertises. La vérification des faits, qui est souvent escamotée, est super importante, permet de comprendre la situation en profondeur de maltraitance et d'impliquer les acteurs clés. C'est là qu'on va voir, qu'est-ce qui se passe, qui d'autre faut aller chercher pour nous aider à gérer cette situation-là. Et de statuer est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas. Donc, ça nous permet aussi de ne pas fermer les yeux sur la problématique. Puis, les actions et suivis permettent de gérer les effets négatifs pour le résident, mais aussi pour l'organisation. Comme je vous dis, tout le monde qui est impliqué vont garder des sentiments négatifs par rapport à ce qui s'est passé. Et ça, il faut le gérer parce qu'à long terme, ça peut avoir un impact pas juste pour le résident, mais pour tout le monde dans l'organisation aussi. Donc, les gens veulent se sentir soutenus, puis qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pas que ça arrive d'autres fois. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là pour la présentation. Oui, on va répondre à des questions. Juste pour vous dire que l'enregistrement de la présentation va être disponible, pas les PowerPoint, juste l'enregistrement. Et il va y avoir une fiche informative qui va être mise avec l'enregistrement où on va mettre de l'information par rapport au PIC, par rapport à une ligne AWN. Donc, vous allez avoir plein de liens web qui vont vous permettre aussi d'aller chercher ces informations-là et d'aller un petit peu plus loin. Je sais que j'ai survolé quand même aujourd'hui parce qu'on a juste 1 heure, mais c'est un début. Comme je dis, moi, mon but, c'était de vous aider à commencer à réfléchir par rapport à tout ça et commencer à voir qu'est-ce qu'il faut structurer. Vous ne pouvez pas tout structurer demain matin, mais vous allez au moins voir
ce que vous avez à faire et vous gardez du temps, de l'énergie, monter des équipes pour faire ces aspects-là.